Ce jour-là, nous sommes partis du lycée à 8h30 et nous sommes arrivés à 11h là-bas. Nous avons tout d'abord regardé un film en anglais. J'ai une sensation très étrange. Je ne peux pas la décrire ni l'expliquer. La guide ne parlait pas fort et il y avait beaucoup de monde. Je n'osais pas filmer car j'étais gênée. J'avais l'air d'une touriste parmi tant d'autres. On entre dans un premier baraquement où il y a des cartes et des photographies. J'avais imaginé cette visite très chargée en émotions. Mais je n'ai pas réussi à ressentir l'histoire de ce lieu comme je l'avais pensé. J'ai plutôt eu l'impression d'être dans un musée. Un lieu de mémoire peut-il expliquer à lui seul une histoire ? Vous avez vu un lieu qui aujourd'hui représente la tragédie qu'est la Shoah. Ça devient un objet, presque une icône de ce qu'est la Shoah. Mais pour autant, avez-vous fait de l'histoire à Auschwitz ? En creux, vous avez le camp de Pithiviers, le camp de Baudelaire-Rolande, où là, a priori, il n'y a pas de traces. Ou le camp de Jargeau. Mais je dis bien a priori, il n'y a pas de traces. Parce qu'en fait, il y en a toujours des traces. Et à Pithiviers, à Baudelaire-Rolande, peut-être encore plus qu'ailleurs. Ça, on est le 14 mai 1941. Aujourd'hui, le camp a totalement disparu. Là, on est en 2006. On a quasiment le même angle de vue. Il n'y a plus le Mirador. Mais il y a la photo qui reste en mémoire. Il y a les lettres que ces hommes ont envoyées. Il y a la visite que les femmes et les enfants ont parfois fait. Il y a la mémoire des habitants du village. Et puis maintenant, il y a votre travail, qui fait aussi partie des traces laissées pour comprendre l'histoire de ces camps. Nous avons réfléchi à la notion de trace historique, à la transmission de l'histoire et aux évolutions de la mémoire collective. 2 camps de déportation à Pithiviers et à Baudelaire-Rolande et un camp d'internement à Jargeau furent créés dans le Loiret durant la Seconde Guerre mondiale. À Jargeau, nous avons rencontré Clément, Camille et Johanna qui ont travaillé sur l'histoire de leur collège. On est à Jargeau, au collège Le Clos-Ferbois. C'est là où il y avait le camp, exactement à cet endroit-là où il y avait le camp avant. Donc, le camp est parti pour laisser place à un collège. Parce qu'en fin de compte, c'est connu ce camp. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui le connaissaient. Mais nous, on n'en parlait pas avec nos parents ou des personnes extérieures. Mais les gens qui habitent aux alentours de Jargeau, ils le connaissaient, oui. Il n'y a pas de traces physiques dans l'espace. Est-ce que pour vous, justement, ces archives ont remplacé l'absence de traces physiques ? Oui, mais surtout ce qui nous a le plus marqué tous, c'est que quand en fait, on a eu le plan des baraquements, et notre professeur d'histoire nous a dit, à peu près à cet endroit-là, il y avait la baraque numéro, et ça, dans notre tête, ça nous a tout de suite... c'était bizarre, mais on s'est dit, ah ouais, il y en avait vraiment en fait. Oui, parce que comme on avait, ça doit être ce plan-là, je crois. Voilà, exactement. Oui. Et il nous a dit, à la place de la cantine, il y avait la baraque 18. Voilà, c'est ça. Et en fait, il nous a replacés. Mais c'est vrai que les documents, ils nous ont aidés à nous imaginer forcément, parce qu'il fallait un support. Aucune violence jamais n'a ajouté à la grandeur de l'homme. Jean Guéhenno. Ici, 1700 personnes ont été privées de liberté entre 1939 et 1945, dont tziganes, résistants, réfractaires et personnes marginalisées. En fait, cette plaque, c'est tout ce qui reste de la mémoire de plein de tziganes. Donc, quand on rentre au collège et qu'on voit cette pierre, en fait, ça résume leur mémoire pendant que nous, en fait, on va s'asseoir en cours. Cette plaque est énigmatique parce qu'elle ne dit pas l'histoire. Elle ne dit pas ce qui s'est réellement passé dans le camp. Donc, et puis par ailleurs, elle est très mal placée puisqu'elle est au milieu de la cour. Et les tziganes notamment, les familles tziganes qui ont été internées ici et qui veulent venir rendre hommage à leurs parents, rendre hommage à un petit frère qui est mort ici. Lorsque l'établissement est fermé, ils ne peuvent pas entrer. Et puis même quand il est ouvert, ils n'osent pas entrer. Donc ces familles demandent à ce que cette plaque ou une autre, plus explicite, soit installée devant l'établissement.
Mais pourquoi ne pas avoir fait une plaque plus explicative quand même? Parce que cette histoire posait à l'époque, il y a une quinzaine d'années, posait encore des problèmes de mémoire aux habitants de Jargeau. C'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus dans ce problème de mémoire conflictuelle. On est face à une population, les gens de Jargeau, qui veulent savoir ce qui s'y est passé. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité, mais la nécessité de savoir historiquement ce qui s'est passé. Monument érigé par l'Amicale des anciens déportés juifs de France avec le concours de Monsieur le maire et du conseil municipal en souvenir des hommes, femmes et enfants juifs internés au camp de Beaune-la-Rolande, d'où ils furent déportés par milliers vers les camps d'extermination nazis, le 14 mai 1965. C'est plus ou moins le début du camp ici. L'entrée devant se situer 50 à 100 mètres plus loin. Donc comme à Pithiviers, il est localisé sur l'emplacement même du camp. Ça, c'est déjà une première indication. Et effectivement, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de baraque, comme on disait. Mais lui, en tout cas, il est sur le site même. Les noms qui sont là sont sans doute des noms de ceux dont on avait la mémoire après la guerre. Son voisin, son cousin. Mais quand une famille entière a été exterminée, il n'y avait personne pour témoigner. Donc la première partie, les éléments que l'on a au-dessus, témoignent de la mémoire que l'on a tout de suite après la guerre des gens qui ont disparu. Et puis effectivement, les gens qui sont rajoutés en dessous, voilà, on voit arriver non seulement donc des familles entières, des prénoms et puis des âges. Et là, on voit apparaître, regardez les âges. 6 ans, 10 ans, 14 ans. Et puis, on peut tourner et au fur et à mesure, on voit arriver des enfants. Donc là, c'est la deuxième partie de l'évolution de la mémoire qui fait qu'on se souvient non seulement des hommes, mais il y a tout le travail notamment de Serge Klarsfeld qui fait qu'on a la mémoire de l'internement des enfants, du calvaire, de la séparation vécue avec leur mère et de leur déportation. Ce qui nous amène effectivement à la mention qui est ici. À la mémoire des 3500 enfants juifs arrachés à leurs parents, internés à Beaune-la-Rolande à Pithiviers, déportés et exterminés à Auschwitz. Tous les éléments que vous voyez apposés sur les parties inférieures sont des éléments qui ont été rajoutés après et qui nous renseignent non pas sur l'histoire, mais sur la mémoire que collectivement, à la fois les familles juives et à la fois la collectivité tout entière a eu sur l'histoire de ces camps. D'abord les hommes, et puis ensuite il y a eu ce travail d'histoire et de mémoire sur les familles et notamment les enfants. Et ce qui est important à souligner, c'est que évidemment il n'y a pas les 8000 noms. Et on le verra à Pithiviers, il n'y a pas non plus les 10 000 noms. Donc les familles nous demandent à l'Union des déportés d'Auschwitz de rajouter le nom de leur famille. Et alors on peut tourner et on voit que de plus en plus tous les espaces sont occupés, y compris, regardez, sur le côté. Et en fait, nous, au CERCIL, quand les familles nous demandent de faire des recherches historiques pour reconstituer l'histoire de vie de leur famille, ensuite, on sait que souvent, elles font une démarche auprès de l'Union des déportés d'Auschwitz pour marquer le nom de leur famille sur les monuments. Et vous voyez, là, c'est un petit Goldberg Joseph, il avait 8 ans. Un jour, il faudra, c'est aussi une demande à la fois des gens d'ici, à la fois des familles, qu'il y ait un monument, quelle forme il aura, on ne sait pas, où il y aura le nom de toutes les personnes internées. Donc ça sera une étape encore une nouvelle étape. Parce qu'il faut se dire que quand on est exterminé, que ce soit à Auschwitz, à Sobibor, à Belzec, il n'y a pas de tombe. Pour faire un travail de deuil, on dit souvent qu'il faut avoir un lieu pour aller se recueillir. Là, quand on a toute sa famille qui a été exterminée à Auschwitz, vous êtes allé à Auschwitz. Ils sont partis en cendres. Donc c'est très important pour les gens d'avoir un nom marqué quelque part. Alors il y a le mur des noms à Paris, mais ici c'est sur l'emplacement même. Donc les gens y sont évidemment extrêmement attachés.
Donc en fait, la route qui est là, c'est la route d'Auxy. Et elle a été fermée pendant toute la durée d'utilisation, si je puis dire, du camp. Donc c'était fermé de part et d'autre du camp. Et donc la route est à l'intérieur même du camp. Donc les baraques d'internement, elles sont à gauche du camp. Et de l'autre côté, il y a des baraques plutôt administratives. Donc de l'autre côté, sur la droite. Mais les baraques d'internement, les tinettes, sont du côté gauche de la route d'Auxy. Donc là, on est dans le camp. Là, on a concrètement la mise en œuvre ici de la politique d'extermination voulue par les nazis. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à Auschwitz comme ça. Il y a des préalables. Et c'est pour ça aussi que quand on arrive dans un camp comme ça, c'est presque trop tard. C'était avant qu'il fallait agir, c'est avant qu'il fallait dire non. Et c'est pour ça que ces deux camps ici ont marché en plein régime. C'est 18 000 personnes en quelques mois. Bah là on est devant la gare de Bonne-la-Rolande, où il y a eu des milliers de juifs qui ont été déportés à Auschwitz, dans le camp d'extermination. Et puis pour moi le lieu me paraît, comme je dis, il me paraît banal, parce que il n'y a qu'une seule plaque, on ne sait pas trop. Il n'y a pas d'indication pour dire qu'ici il y a eu des milliers de juifs qui ont été déportés. Par rapport au camp, on est très loin du camp ici. On est à pied à peu près 20 minutes. Donc lorsque les personnes arrêtées, donc les hommes en mai 41, puis l'été 42, les familles et notamment les enfants, 2000 enfants ici, lorsqu'ils sont descendus des trains, alors on ne sait pas. On ne sait pas s'ils ont traversé la gare ou s'ils ont contourné la gare. Par contre, ensuite, ils sont partis directement par la route que l'on voit en face. Et ils sont allés à pied d'ici vers le camp donc, de Bonne-la-Rolande. Mais effectivement, c'est juste de remarquer que les maisons qui sont là, on n'est pas au milieu des champs, on n'est pas au milieu de nulle part, on est en plein cœur d'une ville et ces maisons existaient et les gens qui habitaient cette maison ont sans doute vu arriver ces hommes, ces femmes et ces enfants. Alors par contre, les matins de déportation, les Allemands, là pour le coup, les Allemands passaient dans les maisons et demandaient aux gens de fermer les volets. On n'a pas ce témoignage-là quant à l'arrivée, quand les personnes arrivaient de Paris et ensuite se cheminaient jusqu'au camp. On n'a pas de témoignage nous indiquant que les Allemands demandaient aux gens de Beaune de fermer les volets. Par contre, les matins de déportation vers Auschwitz, là, les habitants de Beaune ont un ordre très précis de garder les volets fermés. Là où on est, c'est exactement l'endroit où la photo a été prise. À part qu'il y a forcément il y a des choses qui ont été modifiées du paysage. Il y a les arbres, forcément ils ont poussé. Là ils sont beaucoup plus bas là. Regarde, par là. Puis la maison aussi. La maison qui a été rehaussée. Mais je crois que la rue, tu vois, les deux barrières, je crois que c'était dans cette rue là. C'était la rue parallèle. Donc voilà. C'est ici qu'il y a un camp d'internement où il y a eu beaucoup de déportés qui viennent principalement de Paris. Ils partent de la gare d'Austerlitz et effectivement ils arrivaient donc à la gare de Pithiviers et cette gare, contrairement à la gare de Beaune que nous avons vue tout à l'heure, elle est fermée aux voyageurs mais c'est encore une gare pour les wagons de marchandises et notamment les grains, les céréales qui sont conservés dans les silos. Puis vous voyez là-bas il y a la sucrerie où travaillaient un certain nombre d'internés hommes. Et enfin bref, vous voyez bien qu'on est dans un environnement plutôt industriel et au pied du silo, il y a le camp. Et puisqu'on est là, on va aussi parler des déportations, parce que comme tu l'as dit, on interne
mais on déporte. Et on déporte directement vers Auschwitz, mais dans l'ignorance des habitants, puisqu'en fait le Pithiviers est plus vers la gare que vous voyez ici. Il n'y a rien. Personne. Voilà. Donc il faut repérer dans l'espace les éléments qui existent encore. Les silos, les entreprises, les châteaux d'eau, les églises. Et à partir de ça, on part des photos aériennes, on part des photos d'époque, et puis on se dirige. Et après, on arrive à resituer à peu près où se situent les éléments. Par exemple, là, vous avez ça, cet espace, ces 3 hangars que les gens ici appelaient les baraques noires. En fait, on a découvert il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi, qu'ont été entassés là 2400 femmes et enfants. Et donc là, c'était un peu plus large en fait. Ça a débordé plus par là, non? Le camp? Oui. Ah bah bien sûr, ça allait jusque derrière. Là, c'est uniquement l'entrée, ce que tu as ici. Le square, là où le square Max Jacob a été installé, là où il y a le monument aux morts, le monument aux morts, on est juste là. Alors là, on est sur le poste de garde, là. Voilà, là où était le poste de garde, et là, il y a la vigne qui était derrière. Hein, sur la droite, on avait une guérite blanche et noire, là, hein, vous l'avez. Et donc là, c'était le poste de garde. Là où on est, là, on est dessus, là. La route n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas de route. C'est ce qu'on pensait justement. Ah oui, non, la route n'existait pas. Quand tu prends là, tu vois, la route où on est là, c'est ça. Donc voilà. Là, tu vois, il n'y a pas de route. Oui, c'est un chemin. Voilà. J'habitais à environ 100 mètres des baraquements. J'habitais une cité ouvrière derrière. On avait vu sur les voies, sur le convoi, là où les gens étaient chargés, on avait simplement la vue, on entendait, mais on avait la vue sur les wagons, mais on n'a pas assisté. On ne pouvait qu'entendre les... On nous avait dit, est-ce que on vous disait, par exemple, à Bonne-la-Rolande, on disait aux gens qui habitaient juste en face de la gare de fermer leurs volets les jours. Et on vous le disait aussi? Chez nous aussi, oui. On a rendu un petit peu les Pithiviens responsables de n'avoir rien fait, de ci, de l'autre. Alors les Pithiviens sont bloqués, alors on ne pouvait absolument rien faire. Alors qu'un train à Pithiviers, comme ailleurs, on n'aurait pas empêché un train de partir. Parce qu'il y avait quand même des moyens à l'époque qui étaient plus que dissuasifs. Hein. Alors il y a des remords, on essaie de refaire rechercher des témoignages, mais c'est très très difficile. Moi j'ai connu des gens qui il y a 15 ans auraient peut-être pu, mais sous des conditions draconiennes, dire ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu. Moi je sais que on en parlait entre nous, mais de là à pouvoir s'exprimer, il n'y a pas beaucoup de Pithiviens qui peuvent le faire. Au sud des lectures qu'on a vues, on s'est un petit peu renfermé aussi sur nous-mêmes. Alors là, ça n'a pas été toujours à droit des 2 parties. Il n'y a pas eu une ouverture qui aurait dû se faire telle qu'elle aurait dû être. Sauf que les écrits en question, c'est 1990. Voilà. Entre 45 et 90, il n'y a pas 2 ans, il y a plusieurs dizaines d'années. Et pour autant, les gens de Pithiviers n'ont pas... C'est pas en 90 que les gens n'ont pas parlé, c'est bien avant. Je suis d'accord. À la mémoire des 2300 enfants juifs internés au camp de Pithiviers du 19 juillet 1942 au 16 septembre 1942 avant d'être déportés et assassinés à Auschwitz. Donc là, vous avez sur ces 3 éléments-là l'évolution chronologique de la mémoire. Les hommes, les juifs internés par les hitlériens, après on reconnaît la complicité de l'État français, et puis ensuite sur cette plaque on a la spécificité de l'internement, de la déportation et de l'assassinat des enfants. Or un génocide, ce qui caractérise un génocide, c'est le fait qu'on tue sans discernement hommes, femmes et surtout les enfants. Donc les Allemands eux-mêmes disaient, au-delà des traces, on va supprimer votre nom, votre histoire. On va supprimer les actes d'état civil. Parce qu'il faut qu'il y ait un oubli total de ce que vous avez été sur Terre. Et c'est pour ça aussi que le CERCIL existe. C'est non seulement pour repérer dans l'espace, effectivement, qu'il y avait un mirador là, qu'il y avait une infirmerie là, etc. Mais c'est surtout pour restituer le destin de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Parce que l'oubli est sans doute la pire des choses. Si plus personne n'est là pour penser au destin de ces 18 000 personnes, il ne restera peut-être plus effectivement que quelques traces, mais qui n'auront plus de signifiant
Il n'y aura plus de signification autour de ces traces.